Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Les images de l'actualité des derniers jours compilées par la rédaction en 8 minutes. Voici d'abord l'histoire du député de la 17e circonscription du Nord, parti à pied de Douai vers Paris en début de semaine, 215 km sur les routes pour défendre la desserte locale du TGV à Douai. Depuis une semaine, Dimitri Houbron est à pied vers la capitale pour protester contre le plan de la SNCF prévoyant la suppression de 3 trains quotidiens de Douai vers Paris. La ligne aujourd'hui offre 7 allers-retours par jour, seulement 4 en 2020 si la SNCF va au bout de son idée. La direction régionale de l'entreprise serait toutefois revenue en arrière récemment suite à la pression des élus locaux. Mais ça, le député Dimitri Houbron n'y croit pas et veut maintenir la pression car sans cet arrêt à Douai, les voyageurs devraient changer de train à Arras et leur temps de trajet vers Paris en serait doublé. Ces explications sur le bord de la route au micro de Lucilbert Constant. J'ai fait le travail classique d'un parlementaire en allant dans les cabinets ministériels, en sollicitant la SNCF. Il fallait aussi marquer le coup pour montrer véritablement que c'est tout un territoire qui refuse ces suppressions. Il y a eu des mobilisations par les élus locaux, par les citoyens, et je voulais aussi prendre ma part de responsabilité en faisant cette grande marche pour sensibiliser le pouvoir exécutif sur cette question. L'objectif, c'est éventuellement d'être reçu par le président de la République pour qu'on puisse avoir son soutien dans ce dossier. On sait que la SNCF a parfois besoin d'être mis sous pression pour reculer et donc tout le territoire s'est mobilisé et aujourd'hui on a besoin du soutien du président de la République pour s'assurer de conserver nos dessertes ferroviaires. Et la marche c'est finalement le symbole de si on supprime nos TGV, peut-être qu'un jour on sera obligé d'y aller en marchant et ça prendrait 5 jours et 40 km par jour pour rejoindre Paris. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment, c'est un enjeu vital pour ce territoire de garder ces lignes TGV. Le sommeil encore est toujours au cœur des préoccupations des professionnels de santé. Le centre hospitalier de Boulogne organisait il y a quelques jours une journée spéciale concernant les troubles du sommeil et notamment l'un de ceux les plus souvent évoqués, l'apnée du sommeil, qui concernerait aujourd'hui 10% de la population française. À première vue, certains signes peuvent alerter facilement le patient. Pour être sûr, il faut quand même voir son médecin traitant, tester son degré de somnolence et en cas de symptômes avérés, consulter un spécialiste. À l'hôpital de Boulogne, comme ailleurs, dans d'autres centres hospitaliers de la région, il est possible de faire examiner son sommeil en passant une nuit à l'hôpital avec toute une série de tests et de capteurs pour étudier, vérifier la qualité du sommeil et repérer les apnées éventuelles. Explication recueillie par Marine Kijek. Les troubles du sommeil sont respiratoires, tout ce qui est respiratoire. Donc tous les symptômes qui peuvent nous indiquer qu'il y a une apnée du sommeil sont les douleurs dans les jambes, difficulté de récupérer son sommeil, mal dormir, des maux de tête au réveil, des ronflements et parfois un essoufflement aussi. Le Centre européen de formation propose des formations à distance, notamment un CAP cuisine, et dès le mois de mai, va se spécialiser dans la cuisine végétale, la cuisine végane. En candidat libre dans toute la France, un CAP pour apprendre à cuisiner avec les végétaux, la cuisine végane. C'est la spécialité de Stéphanie Barzac, alias la Véganista, qui a écrit un livre qui tient un blog sur la cuisine végane. C'est la toute première formation de ce type proposée en CAP par le Centre européen de formation. 5% de végétariens en France, mais dans la restauration, on en serait à un Français sur 2 qui serait en demande d'alternatives végétales, d'où l'intérêt de ce CAP cuisine végétale présenté au micro de Lucilbert Constant. Alors c'est une formation qui se fera à distance, donc qui sera disponible pour tous les stagiaires en France. L'idée c'est de proposer une partie théorique avec des vraies données sur le marché vegan. Pourquoi en tant que restaurateur effectivement se spécialiser sur des pratiques culinaires 100% végétales. Et puis il y a aussi bien sûr une partie pratico-pratique avec des recettes qu'on a détaillées sous forme de photos et sous forme de vidéos pour accompagner le mieux possible le stagiaire dans sa cuisine. Pour finir ce journal, le retour du printemps, le retour aussi des travaux de jardin pour certains d'entre vous. Les amateurs retrouvent les bêches, binettes et transplantoirs pour embellir leur carré vert avant les beaux jours. Attention à ne pas faire n'importe quoi, certaines espèces doivent être respectées. Plantées dès aujourd'hui, elles peuvent souffrir du froid et notamment du gel, toujours possible et envisageable durant la nuit. Les seins de glace à la mi-mai, voilà ce qu'il faut laisser passer selon cet horticulteur à Sangatte au micro de Louis Caillé. L'idéal, ce serait d'attendre les seins de glace. Donc les seins de glace, c'est 11, 12, 13 mai. Donc là, après ça, normalement, on n'a plus de risque de gel la nuit ou une gelée blanche ou un truc comme ça.
Donc après, là, on peut se lâcher, on peut planter tout ce qu'on veut. Mais avant, on peut planter aussi, mais il faut surveiller un petit peu la météo pour voir s'il n'y a pas de risque de gel ou un risque de vent ou tout comme ça. Donc là, si vous avez planté en jardinière ou en balconnière, là, si vous voyez qu'il y a un risque de froid ou de vent, vous décrochez, vous mettez à l'abri. On peut planter, hein. Mais il faut surveiller, quoi. Enfin, une idée de sortie dans la métropole lilloise, le méconnu Jardin des Géants, au pied du siège de la métropole européenne de Lille, un jardin original que va nous faire découvrir Vincent Vieillard. Situé au pied de la Melle, le Jardin des Géants fête ses 10 ans cette année. Avant d'être un parc luxuriant, cet espace de 2,5 hectares était le parking de la communauté urbaine de Lille, aujourd'hui devenue métropole européenne. Un espace vert qui rend hommage au patrimoine de la région. Ici, le nom, la décoration et la disproportion des aménagements font référence aux fameux géants, protecteurs des cités des Flandres. Un hommage traditionnel, empreint de modernité. Le Jardin des Géants est divisé en 3 parties. Il y a le parti Parvis des Nuages que vous avez à l'entrée devant l'entrée de la communauté. Il y a l'herbe des géants où on se situe actuellement et le Jardin des Sources. Le jardin a été réfléchi pour avoir une floraison plus ou moins annuelle, permanente. On est sur 72 000 plantes implantées, dont 450 espèces. Ce qui a impliqué une formation des agents pour connaître le cycle des plantes, comment elles fonctionnent, leur floraison. Pour connaître la fréquentation de ce lieu, un compteur vient d'être installé. Et surprise, si 300 personnes viennent ici chaque jour de la semaine, le lieu est encore plus fréquenté le week-end avec près de 2000 entrées en moyenne. Deux bilans pour ce résultat. D'abord, le Jardin des Géants attire un public familial et il est encore trop peu fréquenté. On a le sentiment qu'il est pas très connu, c'est pour ça aussi qu'on veut proposer des animations. C'est pour ça aussi qu'on est dans un projet de labellisation, Jardin Remarquable, pour le faire rentrer dans un réseau national de jardins, pour qu'il y ait effectivement la notoriété qu'il mérite d'avoir. Puisqu'au nord de Paris, je pense que c'est un rare jardin de ce type, un peu luxuriant, atypique. L'audit pour ce label Jardin Remarquable aura lieu en mai prochain. Et Nicolas Balland devra encore attendre plusieurs mois après cette échéance pour savoir si le Jardin des Géants pourra fêter sa première décennie avec cette distinction. Fin de cette édition à suivre dans un instant. D'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.